L'intuition, c'est le langage de notre courant de conscience. C'est la connaissance intuitive qui ne passe pas par la réflexion consciente et mentale, mais par plein d'autres éléments dont nous n'avons pas conscience. Mais comment peut-on faire pour la développer ? Quand on naît, on passe par un stade où tout ce qu'on appréhende, on le fait à partir de notre intuition. Un bébé ne se demande pas comment il doit faire pour pleurer. Il ne se demande pas si son comportement est bien ou non. Il sait, de manière instinctive, ce qu'il doit faire et comment il doit le faire pour survivre. Il sait communiquer avec ses parents pour se faire comprendre, alors qu'il n'est pourtant pas encore inscrit dans le langage. Et c'est justement le langage qui nous éloigne de notre intuition. Car avec le langage, on apprend à réfléchir de manière intellectuelle. Avant de faire quelque chose, on se pose tout un tas de questions. Est-ce que je devrais faire ci ou ça ? Comment est-ce que je devrais le faire ? Et si ce n'était pas la bonne façon de faire ? Et comment les autres vont percevoir mon comportement ou ma façon de faire ? Les mots, c'est à 99% le langage de notre ego. C'est par le langage que nous nous identifions à notre ego. Car les mots existent pour nommer des choses, pour simplifier le réel. On met certaines choses dans des catégories, dans des cases, et ça nous permet de pouvoir parler du réel en se comprenant entre nous. Mais le langage ne peut pas décrire la complexité du monde. Quand nous voyons quelqu'un, nous allons automatiquement lui attribuer des adjectifs, même de manière inconsciente. Il est grand, il est timide, il est ci, il est ça. Tous ces adjectifs ne représentent pas une réalité, car pour quelqu'un qui est actuellement grand, quand il était plus petit, forcément, il n'était pas grand. Mais nous ne disons pas « aujourd'hui, il est grand », mais avant, il était petit. De même, pour quelqu'un de timide, c'est une tendance qu'il a à répéter un comportement dans lequel il se met en retrait. Il n'ose pas trop parler, ni se mettre en valeur. Mais nous disons simplement « il est timide », comme si c'était dans sa nature, comme si la personne ne pouvait jamais être autrement. Nous devrions en fait dire « cette personne a actuellement tendance à se mettre en retrait, la plupart du temps quand je la vois, dans cette situation. » En étant inscrit dans le langage, nous avons une forte tendance à oublier que des mots ne peuvent pas définir qui nous sommes, ni ce que nous sommes. Ils ne sont là que pour décrire le réel en le simplifiant. Il est donc impossible d'appréhender le monde dans sa réalité et dans sa globalité à l'aide du langage. Le langage nous parle de concepts, mais dans la vacuité, qui est la nature réelle de tout ce qui existe, il n'y a pas de concept. Pourtant, notre mental crée des concepts que nous finissons par croire être réels, alors que ce n'est pas le cas. Tant que nous restons à un niveau où le langage est notre approche prioritaire, il est impossible de suivre son intuition. Car l'intuition, ce n'est pas une connaissance qui sort de nulle part, avec des mots. C'est une connaissance qui vient de l'expérience, et qui se sert de tout un tas de choses pour se manifester. Quand on rencontre quelqu'un, si on arrête de poser des étiquettes sur la personne, et qu'on l'observe à partir de ce qu'on ressent de la personne, il nous est alors possible d'avoir tout un tas d'informations sur elle. Car énormément d'informations passent de manière inconsciente. Nous ne savons simplement pas les interpréter. Ou nous ne les écoutons tout simplement pas. La communication passe quasiment à 80% par la communication non verbale. Et pourtant, nous restons focalisés sur les mots. Toujours les mots. Parfois, quand les mots prononcés et les gestes ne sont pas en accord, nous sentons bien que quelque chose ne va pas. Mais comme ça n'a pas été exprimé par des mots, nous nous disons « je dois m'imaginer des choses » ou « je ne sais pas pourquoi je pense ça ». Pourtant, l'intuition aura toujours raison, car les mots peuvent mentir, mais la communication non verbale ne ment pas, justement car nous n'apprenons pas ce qu'elle doit être. Alors nous ne savons pas non plus ce qu'il faudrait changer à notre attitude non verbale pour que quand on mente, ça ne se voit pas. Pour prendre un exemple, on peut très bien dire qu'on n'est pas fâché à quelqu'un, tout en croisant les bras et en ayant un visage fermé. Si la personne en face de nous ne fait pas confiance à son intuition, elle se dira « elle m'a dit qu'elle ne faisait pas la tête » et elle en restera aux mots. Mais si elle sait que les mots peuvent nous induire en erreur et que les comportements physiques mentent très rarement, elle saura qu'on est effectivement fâché, même si on lui aura dit le contraire. L'intuition se manifeste souvent dans notre esprit, mais nous n'y faisons pas attention, ou alors nous lui demandons de se taire, car sur le moment, ça nous paraît n'avoir aucun sens. C'est le cas par exemple quand on se méfie de quelqu'un, alors qu'on n'a apparemment pas de raison d'être méfiant. Notre ego nous dit qu'on s'invente des choses, qu'il n'y a pas de raison de se méfier. Pourtant, notre intuition se situe déjà dans tout notre corps, car quand on se méfie de quelqu'un, c'est simplement par un processus physiologique que ça se passe. C'est notre cerveau reptilien, la partie la plus primaire de notre cerveau, qui nous met en garde. Nous sommes des mammifères, et comme tous les mammifères, nous sommes soumis à la nature, dans le sens où nous sommes en mesure de savoir quand nous sommes en danger, car notre intuition nous le dit, par des mécanismes physiologiques. Les animaux n'étant pas inscrits dans le langage, ils ne se posent pas autant de questions et agissent en fonction de leur intuition. Avant une tempête, ils ressentent certains signes qui font qu'ils savent de manière instinctive ce qu'il va
va se passer, ou en tout cas qu'un danger va approcher, et qu'ils doivent fuir. Ils ressentent quelque chose, et ils agissent en fonction immédiatement pour se mettre en sécurité. Nous, humains, nous ressentons quelque chose, mais au lieu de mettre en pratique ce qu'il faut pour écouter notre intuition, nous nous demandons directement « Pourquoi je pense ça ?» Toutes ces questions, ces remarques et ces réflexions sur nos ressentis sont l'expression de notre ego. Notre intuition est forcément là, mais on ne lui laisse pas la place pour s'exprimer, car nous nous identifions à notre ego, qui va nous dire « Pourquoi je pense ça? C'est n'importe quoi, on va me prendre pour un fou. » Qui n'a jamais ressenti quelque chose qui ne lui paraissait pas logique? Et pourtant, même en essayant de faire taire cette petite voix, la sensation était toujours là. Pourquoi est-ce que quand on regarde certaines personnes dans les yeux, on se sent mal à l'aise? Pourquoi est-ce qu'on sent un lien avec une personne qu'on ne connaît pas? Pourquoi, à cet instant, je pense à une personne, et 3 secondes plus tard, elle va me téléphoner? On se dit toujours que c'est une coïncidence, ou que ce sont nos peurs ou nos croyances qui nous font penser et ressentir tout ça. C'est pourtant le contraire. Ce qu'on ressent, ce qu'on pense et ce qu'on fait de manière intuitive, sans passer par le langage, est beaucoup plus fiable que ce qu'on ressent, ce qu'on pense et ce qu'on fait à partir du langage, car le langage déforme la réalité. Notre cerveau est fait pour faire passer des informations, même si on ne se rend pas compte de toute sa complexité. Le cerveau reptilien est capable d'identifier un prédateur, sans même qu'on ait besoin d'y réfléchir. C'est l'évolution qui nous a amenés à ça, car il nous fallait bien savoir avant, quand on voyait un ours, qu'il fallait fuir pour ne pas se faire manger. Il existe donc des systèmes d'alerte qui nous font savoir que là, nous sommes en danger et que nous devons fuir. Une expérience a été faite avec des tueurs en série qui sont en mesure, en regardant une vidéo, d'identifier qui a déjà été victime d'une agression. Ils en sont capables non pas parce qu'ils sont très évolués spirituellement, mais simplement parce que pour choisir leurs victimes, ils observent le langage non verbal des personnes et ils voient quelle personne semble avoir le moins confiance en elle et donc aura moins tendance à crier ou à donner l'alerte si elle se fait agresser. Quand notre intuition va se manifester pour nous mettre en garde, on va ressentir du stress et si on n'arrive pas à interpréter ces signaux, on ne saura pas pourquoi on est stressé. Le stress est un mécanisme d'alerte pour notre corps. Il permet d'augmenter le débit sanguin et la capacité pulmonaire pour nous préparer à courir en cas de danger. Mais si nous ressentons un danger et que nous ignorons cette sensation, alors le corps va rester en alerte. Et au lieu que le stress soit un mécanisme de survie bénéfique, il va devenir chronique et nous mener à tout un tas de pathologies car le corps va s'épuiser. C'est pour ça que beaucoup de victimes de personnes toxiques finissent avec des maladies psychosomatiques. Car en ignorant leur intuition qui leur disait de fuir, leur corps est resté en alerte, car le danger était toujours là, ce qui a épuisé leur corps. Avec l'épuisement, le système immunitaire s'est dégradé, et des maladies ont alors pu se manifester. Si vous demandez à une victime de violence conjugale si elle aurait pu se douter de ce qui allait arriver, la plupart du temps, elle vous répondra qu'elle avait un mauvais pressentiment, mais qu'elle ne savait pas d'où il venait. Si vous observez un chien, il saura de manière instinctive qui aime les animaux et qui ne les aime pas, parce que notre langage non verbal exprime ce genre de choses. Le chien va alors aller de manière systématique vers les personnes qui aiment les animaux, et il n'ira jamais vers quelqu'un qui ne les aime pas. Ils ont appris à interpréter notre langage corporel, et ils voient donc ce que nous, on ne voit pas, car on n'y prête juste pas attention. Jamais un chien ne se dira « Je suis fou de penser que cette personne aime les animaux, et si je me trompais, que vont penser les autres de moi ?» Il agit simplement en suivant son intuition. Et ceux qui ont des chiens savent qu'ils se trompent rarement à ce sujet, tout comme ils semblent avoir un don pour savoir même avant nous quand c'est l'heure de leur promenade, même si ce n'est pas tous les jours à la même heure, car ils passent leur temps à interpréter notre langage non verbal et non pas notre communication verbale. Nous sommes tous capables de développer notre intuition, mais pour ça, il faut faire taire l'ego. La communication non verbale, nous savons l'interpréter de manière intuitive. C'est uniquement si nous commençons à réfléchir dessus avec des mots que nous allons nous retrouver perdus et ne plus savoir ce qui fait partie de notre intuition et ce qui relève de notre ego. Les mots sont utiles pour échanger, mais ils ne représentent pas 100% de notre communication et nous pouvons tout à fait comprendre des choses sans passer par eux. Mais pour laisser de la place à notre intuition, nous devons faire un peu de place dans notre esprit, en faisant taire notre ego. Nos sensations et nos émotions sont le langage principal de l'intuition. On peut ressentir beaucoup de choses si on sort un peu de notre mental et qu'on arrête de juger nos ressentis et nos émotions. C'est l'intuition qui permet aux femmes de savoir qu'elles sont enceintes avant même de faire un test, ou qui nous dit qu'on devrait faire ce métier plutôt qu'un autre, ou encore qui nous fait nous diriger vers une personne plutôt que vers une autre personne. Tous nos ressentis et toutes nos émotions sont là pour nous faire apprendre quelque chose. Si j'ai froid, alors c'est que je dois m'habiller plus chaudement pour ne pas tomber malade. C'est un système d'alerte. Si j'ai mal, c'est que ce que je viens de faire est dangereux pour mon corps.
Si je ressens de la joie quand je suis avec quelqu'un, c'est que cette personne m'est bénéfique. Et si je ressens de la peur ou de la tristesse, alors il y a aussi une raison derrière ça. En devenant plus intuitif, on deviendra forcément plus compatissant, car on sera alors en mesure de ressentir la douleur et la tristesse des autres personnes, comme si elles nous appartenaient. Car en fait, aucune émotion ni sensation ne nous appartient vraiment. Ce sont simplement des informations que nous devons apprendre à recevoir. L'intuition est donc un langage qui passe par les émotions. Nous pouvons apprendre à l'écouter, si nous apprenons à moins écouter notre mental. Elle n'est pas actuellement absente de notre esprit, elle est là, bien présente, et elle ne demande qu'à être écoutée. Mais elle ne peut se manifester que si on porte notre attention dessus. Le monde tel qu'on le voit est le résultat de ce vers quoi on porte notre attention. En vivant et en pensant au travers de notre ego, beaucoup de choses, d'informations et de phénomènes nous deviennent invisibles, car on a appris à les ignorer. Un enfant, par exemple, est toujours capable de voir les êtres spirituels, car il ne pense pas encore au travers de son ego. Mais nous, même s'ils se présentent devant nous, on ne les verra pas, car on aura appris à notre cerveau que ça n'existe pas, et que nous devons donc porter notre attention ailleurs. Je vous mets une vidéo très courte en description, qui vous montrera comment vous pouvez interpréter une même situation de deux manières totalement différentes, rien qu'en portant votre attention autre part. Les magiciens se servent tous les jours des capacités d'attention de notre cerveau pour pouvoir nous faire croire qu'ils font de la magie. En fait, il ne s'agit absolument pas de magie. Ils connaissent seulement parfaitement notre cerveau et son fonctionnement, et sont en mesure de nous amener à porter notre attention sur une chose plutôt que sur une autre. Et pendant qu'ils détournent notre attention, ils peuvent faire leur tour de magie en agissant devant nous, sans même qu'on s'en rende compte. C'est pour ça que dans le bouddhisme, une des choses fondamentales, c'est l'attention juste. C'est nous qui décidons où nous mettons notre attention, si nous souhaitons observer le monde au travers de notre ego ou au travers de notre esprit. Même si nous sommes conditionnés à fonctionner d'une certaine manière, plein d'outils existent afin qu'on puisse se déconditionner et apprendre à fonctionner autrement. La méditation de calme mental est une pratique qui permet de développer notre intuition, car on apprend progressivement à faire taire l'ego. Il y a un autre exercice qui existe, c'est un exercice de méditation sur le troisième œil. On commence par faire quelques minutes de calme mental, afin de ralentir un peu les pensées. Puis on peut imaginer un point rouge qui se situe entre nos deux yeux. On ferme les yeux, et on visualise ce point rouge sur notre front. On reste concentré sur cette image, en ignorant nos pensées qui vont se présenter pour essayer de nous détourner de notre intuition, et on accueille ce qui se présente, sans juger, sans se demander si c'est réel ou non, et sans en avoir peur. On accueille notre intuition pendant l'exercice, et il sera toujours temps, après la méditation, de se demander si c'était vraiment notre intuition qui se manifestait ou pas. Pour être efficace, cet exercice doit être réalisé souvent, tout comme la méditation de calme mental. Pour conclure, tout le monde a de l'intuition, et tout le monde peut la développer s'il le souhaite, car il suffit d'être attentif à ce sur quoi nous portons notre attention. Est-ce que ce que pense mon mental est plus fiable que toutes mes sensations, mes émotions, mes perceptions, mes compréhensions intuitives? Est-ce que je décide de faire confiance à mon esprit pour appréhender le monde, même si je n'ai pas forcément accès à tous les mécanismes qui m'amènent à penser une chose plutôt qu'une autre? Ou est-ce que je préfère continuer à voir le monde à partir de mon ego, qui est forcément beaucoup plus limité en matière de capacité que mon esprit, et qui en plus m'offre une expérience du monde qui est biaisée, car il se base uniquement sur ses connaissances, sur ses réflexions, et qu'il fait en sorte d'éviter de raviver des blessures que nous n'avons pas encore guéries en lui. Toutes les connaissances dans le bouddhisme s'acquièrent de manière intuitive. Évidemment, il faut d'abord réfléchir de manière intellectuelle aux enseignements de Bouddha, car il ne s'agit pas de croire tout et n'importe quoi sans l'avoir vérifié. Mais une fois qu'on a la certitude que ce que Bouddha disait est vrai, car nous l'avons vérifié intellectuellement, il faut essayer de mettre de côté notre mental et d'appréhender ces enseignements avec notre intuition. Quand nous méditons, nous sommes dans l'intuition, car nous sommes dans le ressenti du calme, sans s'attacher à notre mental. Quand nous avons connaissance de nos vies antérieures, ou quand nous pensons retrouver quelqu'un que nous connaissions déjà avant, c'est également de l'intuition. La compassion aussi est de l'intuition, car nous pouvons ressentir la douleur et la souffrance d'autres êtres. Quand il est question du gourou ou du lama dans le bouddhisme, on a tendance à l'interpréter comme notre maître, qui sait mieux que nous. Mais ce n'est en fait pas de ça qu'il est question. Il est question de notre esprit. Et le maître physique n'est là que pour nous apprendre ou nous réapprendre à appréhender de manière différente notre esprit. Car il sait déjà de manière intuitive comment fonctionner et comment nous montrer le chemin. De la même manière qu'un bébé saura de manière intuitive comment apprendre à marcher. Mais nous devons laisser de côté notre ego pour écouter notre intuition. Car l'ego parlera toujours plus fort qu'elle et trouvera toujours des raisons de ne pas l'écouter.